Alors, on va faire une petite démonstration. Ouais, j'ai essayé d'être assez rapide sur l'introduction. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas dans le chat. Soit j'y réponds en live, soit j'y reviens après. Et là, l'idée, c'est qu'on va faire une petite démonstration, ce qui va nous permettre de présenter quelques premiers outils. Cette démonstration, c'est quoi? C'est tout simplement un utilisateur qui va se faire piéger par un ransomware. Et on va voir à quel moment on peut bloquer cette attaque de ransomware avec trois outils. Cloud Email Security, Advanced Malware Protection for Endpoint, donc c'est l'anti-malware sur le poste de travail, et Umbrella. Et puis après, on verra aussi plus une partie réseau avec les IPS. On commencera à introduire le sujet, même si c'est un très vaste sujet, le Next Generation Firewall. Et donc, on commencera à voir un petit peu aussi comment on se protège justement en amont sur le réseau. Alors, je vais lancer, si ça veut bien quitter. Hop. Donc l'idée de cette petite démonstration, c'est de dérouler un scénario où j'ai un utilisateur nomade ou sur site ou dans une succursale, ça n'a pas vraiment d'importance, qui va recevoir un certain nombre d'emails frauduleux. Et cet utilisateur, il n'a pas spécialement été formé. En général, on dit que la première couche de sécurité, c'est de former déjà l'utilisateur à ne pas cliquer n'importe où dans les emails. Et ça, je vous recommande de le faire parce que ça sera déjà une première couche de protection si l'utilisateur lui-même trie ce sur quoi il clique. Maintenant, imaginons même que vous l'ayez formé, il reçoit cet email, bon, quelqu'un qui lui envoie une pièce jointe, mais elle a été bloquée. Donc, il lui envoie un lien de téléchargement de la pièce jointe via un système d'upload pour récupérer. Merci, blabla. L'utilisateur, il a peut-être été formé, mais c'est pas nécessaire qu'il va faire attention à ce détail-là. Peut-être qu'il va tout à fait se faire avoir par ce mail de phishing et il va cliquer. C'est là qu'il y a une première couche de sécurité qui se met en place, c'est déjà de protéger vos emails. C'est aujourd'hui une des premières menaces qui se présentent sur l'entreprise. Et déjà, avec un bon système de sécurité d'email, ce qui va se passer, c'est si je regarde cet email ici, qui est clairement un email de phishing, mais pas nécessairement du point de vue de l'utilisateur, eh bien, il a été modifié avec une en-tête. C'est-à-dire que cet email, on n'est pas sûr à 100% que ce soit un mail de phishing, mais quand même, il est un petit peu bizarre et il utilise des liens un petit peu bizarres. Donc du coup, il est tagué par mon système de mail et ça en amont, hein, c'est pas Outlook qui me l'a tagué, c'est directement au moment où mon serveur de mail a reçu ces messages. Donc imaginons, là mon utilisateur il est chez Office 365 et en fait en amont, j'ai la plateforme Cisco qui a reçu cet email, qui l'a traité, qu'il a considéré comme un potentiel email de phishing, donc dangereux. Mais comme c'est pas sûr à 100% et qu'il ne faut pas bloquer un email qui pourrait être légitime, il a juste modifié l'entête du fichier avec ces informations-là, et puis a modifié également la partie lien pour me les afficher ici en clair, en disant attention, voilà les liens qui sont cachés ici. C'est bien ce qu'on voit ici. Du coup, ça déjà, ça met une première alerte à mon utilisateur. Il va se dire, oula, est-ce que je suis sûr de qui m'envoie l'email? Est-ce que je suis sûr de vouloir cliquer dedans? Imaginons que l'utilisateur n'est pas très malin et malgré cette grosse alerte, il se dit non, non, mais c'est le système Cisco, il comprend rien de toute manière, ce système. Je vais cliquer dessus quand même. Je ne sais pas si vous voyez, mais le lien, en fait, il a été réécrit. Alors regardez, on le voit ici parce que c'est un petit peu plus clair. Il a été réécrit en stage.secureweb.sco.cisco.com/ tout un tas de choses. Et à la fin, ici, en fait, on a le vrai lien. C'est-à-dire que le lien d'origine que ce mail comportait, c'était celui-ci, sauf qu'il a été réécrit par le système de sécurité email de Cisco pour passer par leur plateforme d'analyse. Ce qui fait que quand je vais cliquer dessus, ça va d'abord passer par la plateforme d'analyse chez Cisco, qui va contrôler le contenu du site, le vérifier,
avant de me fournir le résultat. On va le faire de suite ensemble. Donc, je vais prendre DevSite. Donc, vous voyez, déjà, j'ai un premier message Cisco Security. Attention, cette URL est une URL de redirection pour analyse en live. Il va analyser la page web parce qu'il n'est pas sûr, justement. Il n'est pas sûr d'où provient cette page. Alors là, il y a un certain nombre de critères pour déterminer s'il est sûr ou non. Soit il a déjà déterminé qu'il y avait un malware, soit pas du tout. Soit c'est un nouveau domaine, il vient juste de sortir le domaine, il a même pas une journée. Tiens, c'est bizarre, l'utilisateur il reçoit par email un lien dans un domaine qui date de moins d'un jour, potentiellement dangereux. Voilà, il y a un certain nombre de critères comme ça qui vont déterminer si le site est fiable ou non. Ici, on voit que Cisco n'est pas sûr. Il me dit, j'analyse ton site, je sais pas. Voilà, les critères sont potentiellement dangereux, mais en même temps, c'est peut-être légitime. Donc c'est à moi de décider, et pour ça, en fait, Cisco, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exécuté de leur côté la page web sur la plateforme, et ils m'ont fourni un screen. Donc là, je peux voir derrière, en fait, le site tel qu'il est censé être. Et là, ça me permet déjà d'avoir un premier aperçu et de me dire, oula, attends, mon collègue, il était censé m'envoyer un lien de téléchargement vers du code, je me retrouve sur un site de Calino. Clairement, c'est pas bon. Donc là, je vais plutôt cliquer, je ne fais pas confiance à ce site. Cependant, si je pense que c'est bon quand même, je vais pouvoir moi-même cliquer sur la mise en confiance du site. Attention tout de même, c'est pas parce que j'ai mis en confiance le site que derrière il va être en confiance pour tous les utilisateurs de mon entreprise et même pour la prochaine fois que je cliquerai. Si entre-temps Cisco se rend compte avec leurs algos et avec d'autres utilisateurs que le site est dangereux, il pourra très bien revenir dans un état bloqué. Et même si moi j'avais fait confiance au site, il va quand même venir me le bloquer, mais dans un second temps. Là, dans le premier temps, il ne sait pas pour l'instant, donc il me laisse le choix. Donc là, normalement, un utilisateur un petit peu malin ne va pas faire confiance au site. Et là, j'ai pas de bol. Je suis tombé sur un utilisateur vraiment pas malin. Il va faire confiance au site. OK. Donc là, j'ai passé la protection email. Parce qu'en fait, jusque-là, j'étais dans la première solution de sécurité. Si je reprends très rapidement mon slide, Cloud Email Security. Voilà, j'étais sur cette première brique. C'est-à-dire que déjà, j'étais sur cette brique de protection de tout ce qui rentre dans ma boîte mail. Et là, l'utilisateur, bon, il a quand même été pas très malin et il ne s'est pas arrêté là. Voilà. Il s'est dit non, tout a l'air bon, pour moi, tous les voyants sont au vert, alors que pas du tout. Et il a quand même cliqué dessus. Et c'est là que la défense en profondeur est assez intéressante. C'est que jusque-là, je n'avais pas ouvert le vrai site. Vous voyez, j'avais reçu un email qui m'alertait. J'avais reçu un lien qui était en fait un lien Cisco pour analyse du site, mais ce n'était pas le vrai site. Et là, c'est la première fois que je me rends sur le vrai site. Celui qui était masqué, pardon, c'est ici, celui qui était masqué ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma deuxième couche de sécurité qui entre en action. Cette deuxième couche de sécurité, c'est Cisco Umbrella. Umbrella, en fait, il va agir au niveau DNS directement, c'est-à-dire à la première requête, avant même que j'atteigne la page web, mais au moment où je demande l'adresse IP de la page web. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, j'ai un petit agent juste là, Umbrella Roaming Client, et en fait, au moment où j'ai demandé pour la première fois ce domaine, ça a été demandé au serveur d'Umbrella, et il se trouve que les serveurs Cisco Umbrella, ils connaissaient ce domaine, ils l'avaient déjà analysé, et il était catégorisé comme un site qui contient des malwares, et donc il était bloqué. Ce qui fait que la réponse DNS que j'ai eue, c'est pas l'IP du serveur, mais c'est une page de redirection sur cette fameuse page de blocage qui m'empêche d'y accéder. Vous voyez, et ça, c'est assez intéressant, cette protection au niveau DNS. Je vous montrerai la console tout à l'heure. Mais du coup, ça me permet de protéger pas seulement les emails, ça me permet de protéger tout lien qu'on m'enverrait, qu'on me les envoie dans un chat, que je les clique même sur Google tout seul comme un grand, que je les clique dans un forum, peu importe.
Umbrella, dès que je vais faire une résolution de nom DNS, il va vérifier dans sa base à lui tous les sites connus, et la base elle est mise à jour constamment, comment ils sont catégorisés. Et vous, en fait, en tant qu'administrateur, vous allez mettre des politiques de sécurité, tout simplement, qui déterminent si ce site, par rapport à sa catégorie, va être autorisé ou bloqué en fonction du niveau. Donc ici, on était visiblement dans une catégorie bloquée. C'est normal, le site, il contient des ransomware, donc jusque-là, ça paraît plutôt logique. Et donc, mon utilisateur, malgré le fait qu'il ait bypassé, en fait, la première sécurité que j'avais mise sur les emails, eh bien, il a quand même été bloqué. Et d'ailleurs, ce lien, là, il l'a reçu par email, mais en fait, s'il l'avait reçu par Skype for Business ou s'il l'avait reçu par un forum, peu importe, sa boîte perso, par exemple, tout simplement, un Jabber, tout ce qu'on veut, là, ma sécurité email, elle va pas s'appliquer. Voilà, s'il le reçoit sur sa boîte perso, voilà, je vais pas avoir malheureusement ma sécurité d'entreprise qui s'applique. Pourtant, il est sur un PC d'entreprise, et si depuis sa boîte perso, il ouvre ce lien, il faut qu'il soit bloqué. Et là, l'utilisateur, il n'est pas connecté en VPN à l'entreprise, il est chez lui, tranquillement, avec son PC d'entreprise, il a cliqué sur le lien, et pourtant, il est bloqué au niveau de Cisco Umbrella. C'est ça qui est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le scénario dans vos entreprises respectives, mais des postes un petit peu VIP, on va dire, que ce soit le gérant de la société, que ce soit des chefs de service, qui ont leur PC portable pro, qui l'emmènent à la maison parce qu'effectivement, ils ont besoin de bosser dessus le week-end, ils sont beaucoup en déplacement et ainsi de suite, donc ça c'est tout à fait normal, mais qui parfois en plus veulent à tout prix des droits admin, et là des fois c'est un conflit politique un petit peu compliqué dans l'entreprise, on est obligé de leur donner plus ou moins les droits admin, qui sont censés se connecter au VPN tout le temps, mais en fait ils font tout pour déconnecter le VPN parce que ça les ralentit, ou bien vous ne pouvez pas les connecter tout le temps au VPN parce que vous n'avez pas la bande passante nécessaire sur le site principal. Et à ce moment-là, c'est là que Cisco Umbrella est intéressant, puisque du coup, avec juste le petit agent qui est installé sur la machine, eh bien, il est toujours connecté, entre guillemets, à la sécurité Cisco Umbrella, puisque chaque requête de nom de domaine va passer par là, va respecter vos politiques de sécurité. Et ça, même si le poste utilisateur, il est à l'hôtel, il est à McDonald's, il n'est pas connecté au VPN, peu importe, on va passer par cette couche de sécurité-là et on va appliquer les politiques de l'entreprise, notamment anti-phishing, anti-malware, et puis évidemment après on a toutes les catégories type pornographie et ainsi de suite. On va continuer un petit peu avec les emails. J'ai un autre exemple ici où j'ai reçu un email, mais on voit que j'ai un code malveillant carrément qui a été supprimé. Donc là, il y avait clairement une pièce jointe en fait malveillante dans cet email, type Excel justement vérolé, PDF vérolé, etc. Et sauf que quand il est passé par ma plateforme de sécurité email, eh bien c'est passé sur le Advanced Malware Protection, donc AMP de Cisco, puisque la plateforme de sécurité l'intègre également. Et sur cette analyse, eh bien il a été bloqué et du coup la pièce jointe a directement été supprimée. Au moins, on évite que l'utilisateur clique dessus. Qu'est-ce que j'ai tiens, comment on appelle ça en français? Un surveille, j'ai perdu le nom. Enfin, un questionnaire, voilà, à remplir. Alors là, volontairement, ce qui a été fait sur cet email, c'est qu'il a été whitelisté au niveau de la partie Cloud Email Security, pour que justement cette fois-ci vous voyez le lien, il est directement en clair. Donc là, imaginez que ça va télécharger un PDF. Donc ça, c'est du drive-by download. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je clique, ça ouvre le PDF. J'ai même pas le temps de choisir si oui ou non je veux télécharger ce fichier PDF. C'est du drive-by download. Et donc là, on voit qu'il n'a pas été sécurisé par ma solution email. C'est volontaire, hein, c'est parce que ça a été désactivé au niveau du contrôle pour justement qu'on ait un lien cette fois-ci qui ne soit pas réécrit et qui soit en clair. Donc je vais cliquer dessus et pareil, heureusement qu'il y a Cisco Umbrella qui me le bloque. Ce qu'on pourrait faire d'ailleurs pour vous montrer la différence,
c'est que je vais vite fait désinstaller, ça va très très vite, Umbrella. À savoir d'ailleurs, au niveau d'Umbrella, que le client peut être bloqué en désinstallation et bloqué au niveau du service pour l'arrêter. Cisco vous fournit les GPO pour le faire, ce qui fait que même si l'utilisateur est admin local de sa machine, vous pouvez par GPO, alors par contre du coup il faut que ce soit un poste du domaine, vous pouvez par GPO empêcher l'admin local uniquement à désinstaller et redémarrer le service. En tout cas, pas avec des actions simples, c'est là tout l'intérêt, puisque du coup, les GPO du domaine prennent le dessus. Donc imaginons que je retourne là sur mon email surveille, ben, vous voyez que cette fois-ci, je peux lancer le PDF. Heureusement, j'ai une couche de sécurité en plus, c'est celle qu'on retrouve ici, Advanced Malware Protection for Endpoint, qui est en fait la partie anti-malware installée directement sur mon poste. Et on voit que mon PDF a été directement bloqué. Hop. Si je prends un autre exemple, donc le site tout à l'heure sur lequel on pouvait pas se connecter parce que Umbrella le bloquait, bah, maintenant il est évidemment accessible. Et si je tente de télécharger le ransomware, bah, même chose, hein. Heureusement j'ai l'anti-malware sur mon poste. Le truc c'est que se baser sur une protection uniquement de l'anti-malware, c'est avoir une seule couche de sécu. C'est-à-dire qu'ici, c'est des ransomware qui sont un petit peu classiques et connus, type CTB Locker, etc. C'est des ransomware qu'on connaît. Donc évidemment, maintenant, ils sont bloqués par la plupart des antivirus. Mais si vous tombez sur des ransomware un petit peu plus nouveaux ou qui viennent d'être un petit peu customisés pour votre entreprise, là, ça devient un petit peu plus difficile à bloquer uniquement avec l'AMP. Il est plutôt bon, hein, l'algo de l'AMP. Il y a de grandes chances quand même qu'il le bloque, mais c'est pas sûr à 100%. Le fait d'avoir plusieurs couches de sécurité, c'est-à-dire déjà la vérification des emails par rapport à comment ils sont formés, etc. Peut-être qu'on va se rendre compte que c'est un email de phishing. Le fait d'avoir en plus la partie Umbrella qui va vérifier depuis combien de temps existe le domaine, etc. Peut-être que la personne a fait un super ransomware, il est indétectable. Et par contre, son domaine, c'est pas de bol, mais le nom de domaine sur lequel il diffuse le ransomware, il a été acheté il y a moins de 24 heures. Et du coup, Umbrella va dire, attends, on reçoit un email qui est un peu bizarre, type phishing, et au moment où on fait la résolution, le domaine, il a même pas 24 heures, il n'est pas catégorisé, le site, il est un peu bizarre, il me le préaffiche, etc. Ben, c'est comme ça, en fait, qu'on va peut-être bloquer le ransomware, alors qu'il a été super bien codé, et qu'en fait, il n'est pas vraiment détecté sur la partie purement code malveillant. Voilà. Bien sûr, dès que Umbrella, dès que tout ce qui est anti-malware et tout détecte la partie Cloud Email Security, etc., détecte des nouveaux sites, des nouveaux malwares, c'est mis à jour pour l'ensemble des clients. C'est aussi tout l'intérêt. Ce qui fait que quand vous avez Umbrella, il y a énormément de clients dans le monde, je n'ai pas les chiffres exacts, mais du coup, vous bénéficiez aussi de tous ceux qui font des erreurs autour de vous, qui vont cliquer sur les mauvais liens et qui vont, du coup, ça va mettre à jour extrêmement rapidement la base. Et tout le monde en l'utilisant améliore la sécurité de tout le monde. Et puis au final, pour quand même vous montrer ce que c'est une attaque de ransomware et pourquoi c'était dangereux et il valait mieux les bloquer, c'est des vrais ransomware. Je vais désinstaller l'antivirus, c'est pas bien. Juste comme ça, je vous montre que c'était des vrais ransomware. Alors s'il veut bien. Hop. Donc j'ai volontairement tous les droits hein, de désinstaller dessus, c'est pour l'objectif de la démonstration. Alors, voulez-vous rebooter? Non. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe si je retourne sur mon email de phishing? Alors, celui-là, on l'avait pas vu, hein, mais c'est le même style.
Ah, j'ai vu que tu allais au Cisco Live, tiens, il y a une nouvelle technique pour compter les cartes. Tu devrais aller télécharger le programme, ça te permettra de t'entraîner pour Las Vegas. Voilà, on arrive sur le site. Ah ouais, pour m'entraîner à compter, tiens, on va prendre celui-là par exemple. Et tiens, je vais vous montrer. Normalement, j'ai des fichiers. Vous voyez, j'ai un certain nombre de fichiers ici. Et là, il va s'exécuter en arrière-plan et il devrait normalement me chiffrer l'intégralité de mes fichiers et me demander une rançon pour les déchiffrer. Heureusement, je suis dans une machine virtuelle. Faites attention si jamais chez vous, vous voulez aller sur ces sites-là, si vous les avez notés, c'est des vrais ransomware. Donc, le faites pas sur votre machine parce que pour le coup, ça risque de pas très bien se passer. Alors, je pense qu'il est en train de s'exécuter. Il a l'air en cours d'exécution. Hop, regardez, on les voit les fichiers là. Vous voyez? Ils sont tous remplacés avec une extension. Et ça y est, ils sont illisibles. Donc là, le ransomware est passé par là. Donc suivant les extensions qu'il a choisies. Alors visiblement, il n'a pas choisi les vidéos ou il n'a pas fini. Par contre, les PDF, les TXT, etc., clairement, c'est foutu. Donc là, tous mes fichiers sont chiffrés, donc je ne peux plus y accéder. Généralement, ils utilisent des clés de chiffrement qui sont plutôt conséquentes. Et voilà, super. Joli petit fond d'écran. Tous vos fichiers ont été chiffrés, blabla. Vous avez 72 heures, sinon ça sera détruit. Et puis, il va falloir payer pour le déchiffrer. Donc, si vous voulez, on peut vous déchiffrer quelques fichiers. Donc, généralement, si on fait next, il va me donner un exemple de fichiers à déchiffrer pour montrer que ça vaut le coup de payer, que je vais pouvoir récupérer mes fichiers, ainsi de suite. Et puis, voilà. Donc, ça, on veut absolument l'éviter. Surtout que potentiellement, si j'étais connecté en VPN, si j'étais connecté avec des lecteurs réseau, il aurait été chercher les mappages des lecteurs réseau. Et puis, il y a certains ransomware qui sont carrément très efficaces, qui vont scanner le réseau, les remote VLAN, qui vont aller chercher tous les partages de documents et qui vont essayer de se connecter à tous les partages de documents avec le compte de l'utilisateur, qui vont tenter aussi sur tout ce qui est NAS, etc., de se connecter en anonyme avec le compte d'utilisateur, avec des logins classiques type admin-admin. Et le but, c'est que s'ils arrivent en plus à attraper les backups, c'est le top parce que vous êtes obligé de payer si jamais vous avez vos données plus vos sauvegardes qui sont chiffrées.